Cher Thay, cher Sangha, bonjour. J'espère que vous allez bien et que la retraite vous est profitable. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 2 septembre 2017 et nous sommes au village des Érables. Nous sommes ici et maintenant. Le thème de la retraite est la pratique de la pleine conscience pour des relations harmonieuses. Il y a quelques semaines, il y avait une retraite Wake Up et le thème était s'ouvrir à soi, s'ouvrir aux autres, quelque chose comme ça. Et quand j'ai vu le thème de cette présente retraite, je me suis dit, mon Dieu, c'est la même chose. On peut, par la pratique de la pleine conscience, on peut s'ouvrir à soi-même pour ensuite s'ouvrir aux autres et avoir des relations harmonieuses. C'est un très beau thème, je l'aime beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs choses. Je vais essayer que ce soit cohérent. Je vais vous parler de moi, mon cheminement, de ma famille, particulièrement de ma mère. Je vais vous parler de la parole aimante, de la parole non aimante, l'écoute profonde et l'écoute en surface. Je vais vous parler de la souffrance, de la gestion des émotions et de ma non-gestion des émotions. Tout ça pour découvrir la pleine conscience et ensuite être sur le chemin de la découverte de moi-même et des autres. Combien de fois ai-je regretté d'avoir blessé les autres par mes paroles et par ma colère? Je ne pourrais pas les compter, puis même encore, je m'échappe encore à l'occasion. Après les excuses, c'est ça. Après, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit là? Qu'est-ce que j'ai fait là? Je m'excuse. Je prends des bonnes résolutions. C'était la dernière fois. Puis je recommence encore et encore. Quand j'étais petit, on était 4 enfants à la maison. Nos parents nous aimaient beaucoup, mais mon père, comme beaucoup de pères à ce moment-là, je parle des années 50, 60, il travaillait à l'extérieur, il n'était pas beaucoup présent pour les enfants. Puis c'était ma mère qui s'occupait à temps plein de nous. Et puis, elle a beaucoup travaillé, elle s'est beaucoup donnée. Puis, quelquefois, je pense qu'on y apportait de la souffrance, sans le savoir. L'échange d'informations chez nous, c'était pas le pattern parole aimante et écoute profonde. C'était plutôt de l'échange d'informations dans le sens parent-enfant. Puis, on gérait ça le mieux qu'on pouvait. Puis c'était pas comme dans les téléromans, là, autour de la table, là, au souper, là, on se comptait pas nos journées. Là. C'était encore basic, là, des conversations de surface. Fait que ça a été ce genre d'apprentissage-là que j'ai eu en fait de communication. Puis ça, j'ai pas de reproche à faire à mes parents parce qu'ils ont eu probablement pire. Puis heureusement, je pense, de génération en génération, ça s'améliore. Fait que chacun gardait pour soi ses affaires. Il n'y avait pas personne plus tard qui me disait « Puis, as-tu passé une belle journée à l'école? » Comme je ne disais pas à mon père ou à ma mère « Avez-vous passé une belle journée? » Malheureusement. Fait qu'on ne parlait pas de nos difficultés. On ne parlait pas de nos peurs, comme on disait, comme Mme Nung disait ce matin, les peurs, les difficultés, la colère, tout ça. Non, c'était un sujet tabou. C'était même pas tabou, on ne savait pas qu'on pouvait en parler. Fait qu'on disait pas ce qu'on aimait, on disait pas ce qu'on n'aimait pas, on parlait pas de nos émotions. Parlant de gestion des émotions, je vais vous raconter une petite anecdote. Puis c'est un des plus anciens souvenirs que j'ai, j'avais peut-être 3-4 ans. Puis j'étais à la maison avec ma mère. Puis je me souviens que je pleurais, mais je ne me souviens pas pourquoi. Fait que ma mère, qui était probablement fatiguée, puis peut-être à bout, elle vient me voir et elle dit « Claude, si tu n'arrêtes pas de pleurer pour rien, tu vas pleurer pour quelque chose. » Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, celle-là. Tu sais, ça remet les choses en perspective. C'est assez, tu sais, quand tu as 3 ans, 4 ans, c'est impressionnant. Fait que j'ai arrêté de pleurer. Ça a été comme peut-être le début de ma gestion des émotions. On les coupe, on n'en parle plus. On est peut-être plusieurs à avoir connu des périodes difficiles où
des souffrances durant l'enfance ou des choses comme ça. Puis j'imagine que je suis probablement pas le seul à s'être coupé graduellement des émotions pour pouvoir, parce que je pensais que c'était ça, gérer les émotions. Les nier, les enterrer, pas en parler. C'est comme ça qu'on gère les émotions. C'est comme ça que j'ai appris. Fait que c'est bien sûr que la souffrance demeure enfermée en nous. Des fois, il y a des petites sorties qu'on ne comprend pas trop, mais on se dépêche de le retourner dans le fond du cachot. Hey, va-t'en, toi, viens pas me déranger, là, je suis ici pour avoir du fun. Fait que tout au long de ma vie, je me suis coupé de mes émotions parce que je pensais que la gestion des émotions, c'était ça. Ceci dit, il y a quelques émotions, entre autres une que j'étais très sensible, la colère. Je pense que je suis venu au monde colérique. Je devais être enragé en sortant, là, je ne sais pas trop. Puis, ça ne s'est pas arrangé en grandissant. Puis encore, c'est quand j'avais de la colère, mes parents la réprimaient, c'est normal. Ils ne voulaient pas que je fasse trop de dommages autour de moi, même si je réussissais à en faire pareil. Fait que j'ai jamais su comment gérer ça. Fait que je dirais que ça a empiré au fur et à mesure que je voyais des choses que je considérais injustes ou qui me mettaient en colère. Un exemple, ça fait peut-être une quinzaine ou une vingtaine d'années, j'étais au travail, j'étais délégué syndical pour le groupe d'employés de personnel de soutien. Fait que moi et la directrice des ressources humaines, on s'en lançait des éclairs. Puis à un bon moment donné, il y a quelqu'un qui m'apprend que la directrice avait fait une nouvelle procédure, puis que je trouve ça touchait seulement le personnel de soutien, ça ne touchait pas les professionnels, les autres. Puis là, je trouvais ça que c'était pas mal réprimant. Fait que là, Tchenke parlait des différentes colères, là, celles qui courent, celles qui s'enflamment. Je pense que je les ai eues les 4-5 en même temps. La boucane me sortait par les oreilles. Fait que je me lève, je m'en vais vers le bureau de la directrice des ressources humaines, puis je la vois au loin, peut-être comme d'ici à Pierre en arrière, là, je la vois qui sort de son bureau. Fait que je ne voulais pas la manquer, sauf que le problème, c'est qu'il y avait peut-être une trentaine d'employés qui travaillaient autour. Fait que là, elle s'appelait Ginette. Ginette! Puis là, j'y tombe sur la tomate, bien fort, d'une barre à l'autre du bureau. Je pense qu'il n'y a pas rien que je n'y ai pas dit. J'étais en tabarnouche. Elle était sous le choc, c'est sûr. Les employés aussi. Puis après, je suis retourné. Des fois, mes colères pouvaient durer des jours. Hein? Fait que peut-être le lendemain ou sur le lendemain, je me dis, mon Dieu, que j'ai fait là. Avec le recul, je m'aperçois que j'ai créé beaucoup de souffrance par ma colère, parce que je n'ai pas été capable de gérer ma colère. J'ai créé de la souffrance à Ginette, qui n'en a peut-être pas dormi la nuit. J'ai créé de la souffrance aux gens qui étaient autour de moi. J'ai brisé l'atmosphère de travail pour au moins la journée d'une trentaine de personnes. J'ai dit, mon Dieu, que faire? J'appelais ça mes saintes colères. Même des fois, j'étais content d'avoir fait une colère quand ça m'arrivait. Je disais, j'ai combattu une injustice parce que c'est moi qui avais raison, puis les autres autour avaient tort. Mais je voudrais vous rassurer, là, si vous me croisez, là, vous pouvez me parler. Essayez de faire un petit effort. J'avais déjà fait de la méditation avant. C'était une sorte de méditation, puis avec le recul, puis avec la vie familiale et tout, j'ai laissé tomber. Mais la graine était là, puis je voyais bien que les moments que j'ai médité, c'est les moments, il me semble, que j'étais le mieux, le plus heureux. Mais j'avais arrêté, puis il n'y avait plus d'endroit pour pratiquer cette méditation-là autour de moi. Fait que là, je vois dans le livret des loisirs de Beauport un cours de méditation de la pleine conscience. Wow, c'est d'inspiration bouddhiste. Je ne connaissais pas trop le bouddhisme, mais j'ai dit ça a l'air cool au bout. Puis je voulais reprendre la méditation, fait que je me suis inscrit. C'est Dolores, que peut-être plusieurs d'entre vous connaissez, m'a accueilli, puis elle m'a dit un petit peu plus tard, pas la journée même de l'inscription, mais un petit peu plus tard, elle m'a dit, tu sais, Claude, ce qui amène les gens à la pratique de la méditation, c'est souvent la souffrance.
Ah, ben j'ai dit, moi, c'est pas mon cas. Pas de souffrance, très bien dans ma peau. OK. Ben, la souffrance, c'est un grand mot, hein? Moi, la souffrance, là, en tout cas, même encore, il faut que je m'habitue à la définition de la souffrance, parce que moi, la souffrance, c'était comme la passion de Jésus-Christ. Tu sais, les coups de fouet, puis tu traînes la croix, puis ensuite tu es crucifié. Tu sais, en bas de ça, c'était pas de la souffrance. Fait que quand on dit gérer la souffrance, non. Mais il peut y en avoir d'autres. Je me suis aperçu avec le temps qu'il y avait d'autres qui étaient peut-être plus insidieuses, qui sont moins évidentes, genre la colère, la tristesse, la difficulté à aller vers les autres, nommez-les. Fait que j'ai suivi le cours, puis ça a été une découverte, d'autant plus que c'était pas le genre d'enseignement qu'on avait à ma première méditation que je pratiquais. J'ai appris à calmer mon corps, mon esprit, prendre conscience de ma respiration, grande découverte. Les sensations, les pensées, les émotions, aussitôt qu'elles survenaient, moi j'étais habitué de aussitôt qu'elles survenaient, je les niais ou je les retournais en bas. Là, on m'a dit, prends conscience de ce qui se passe. Oh, révolution. J'ai appris à leur sourire et à les regarder comme des nuages dans le ciel qui passent. Sans les tirer, sans les pousser, on les regarde, puis les nuages passent tout seuls. Ensuite, j'ai essayé de transférer ça dans le quotidien, à mon travail, à la maison ou ailleurs, à prendre conscience de chacun de mes mouvements, être attentif aux sons. Les sons, c'est très important dans ma pratique. Ça peut être le son du téléphone, comme on entend parfois, tu sais, on revient à sa respiration. Mais ça peut être aussi les oiseaux, ça peut être une auto qui passe, ça peut être... je reviens à ma respiration, ça me fait du bien. J'ai la chance d'avoir une église pas trop loin de chez moi qui sonne régulièrement, c'est au moins 3 fois par jour, les cloches. J'aimerais vous lire un petit texte. Peut-être quelques-uns d'entre vous le connaissent. C'est un poème de Rumi. Ça s'appelle « La maison d'hôte ». L'être humain est comme une maison d'hôte, d'invités. Chaque matin, une nouvelle arrivée. Une joie, une dépression, une mesquinerie, un moment de pleine conscience qui arrive, comme un visiteur inattendu. Accueille-les et reçois-les tous, même s'ils sont une foule de chagrins qui balayent violemment ta maison, la vide de son mobilier. Continue à traiter chaque hôte honorablement. Ils sont peut-être en train de te vider, de faire le vide, pour faire place pour de nouveaux délices. La pensée sombre, la honte et la malveillance, accueille-les à la porte en souriant et invite-les à rentrer. Sois reconnaissant pour quiconque arrive, car chacun d'eux a été envoyé comme un guide venant de l'au-delà. C'est beau? Après le cours, j'ai tellement aimé ça que j'ai décidé de continuer avec la Sangha. Puis ça m'a aidé à approfondir ma pratique. Ceux et celles d'entre vous qui ont la chance de pratiquer à l'occasion ou régulièrement avec une Sangha savent de quoi je parle. L'harmonie du groupe, le silence qui s'installe, le bien-être. Durant les partages, la parole aimante, l'écoute profonde. En tout cas, pour moi, c'est des éléments très importants qui continuent à m'enrichir. Quand j'ai été mis en contact avec les 5 entraînements, ben là, c'est encore une autre découverte. Spécialement quand j'ai entendu le 4e entraînement qui parlait de la parole aimante et l'écoute profonde. Comme je vous disais, chez nous, la parole, c'était l'échange d'informations nord-sud.
Et puis aussi, j'avais développé une façon de me... J'étais pas un batailleur quand j'étais jeune. C'est un petit peu rough à l'école. Mais j'avais développé une façon de me défendre assez efficace avec la parole. Fait que la parole, pour moi, c'était aussi une façon de... Tu reviendras plus, toi. Fait que là, hey, wow, la parole peut être source de souffrance comme de bonheur. Wow, j'aimerais ça, moi. Amener du bien autour de moi. On dit parole aimante, mais il y a plusieurs mots qu'on peut prendre. Des fois, on entend parole juste, parole compatissante, etc. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la parole juste, qui fait partie du noble sentier octuple, une façon que Bouddha nous a enseigné pour atteindre la cessation de la souffrance. Thay nous a enseigné qu'il y a 4 aspects à la parole juste. J'aimerais vous les énumérer. Premier aspect, dire la vérité. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Deuxième aspect, ne pas exagérer. Ben pourquoi qu'on exagérerait? Ben peut-être pour rehausser notre ego, se montrer meilleur que les autres, ou pour diminuer une autre personne. Des choses qui me sont déjà arrivées. On peut aussi, je parlais de la colère, on peut aussi des fois exagérer une situation pour justifier la colère. Tu sais. Si on explique ce qui s'est passé à quelqu'un d'autre, peut-être qu'il va dire, ben pourquoi tu t'es fâché pour ça? On en rajoute un petit peu plus, puis là, ah oui, là, tu avais raison de te fâcher. Hein? Un aspect dommageable aussi de l'exagération, c'est que ça nous éloigne de la vérité, puis peut-être que les gens vont finir par s'en apercevoir, puis que là, ben, on n'aura plus leur confiance. Troisième aspect, être cohérent. Ça veut dire, entre autres, ne pas changer la vérité en fonction des personnes avec qui on parle. C'est peut-être une des choses que j'ai à travailler. J'essaie de... Je ne sais même pas, c'est comme naturel. Des fois, je m'adapte au langage de la personne à qui je parle. Il faut que je fasse attention pour dire la même chose. Mais c'est sûr que Thay aussi nous encourage à adapter notre langage avec qui on parle. Il y a comme une ligne là qu'il faut faire attention de ne pas traverser. Il faut que la parole soit cohérente, que ce soit avec une personne ou avec l'autre. Puis utiliser un langage pacifique. Ça veut dire éviter les propos violents, accusateurs, brutaux, humiliants. Moi, je pense entre autres aux reproches. Qu'est-ce que ça donne de faire des reproches? C'est violent, accusateur, brutal, puis ça peut être humiliant aussi, c'est un combo. J'essaie d'éviter les reproches. Pour ce qui est de la vérité, premier aspect, je trouve ça assez embêtant comme mot. C'est quoi la vérité? Parce qu'on a chacun notre vérité. On verrait un événement qui se passe dehors, puis peut-être qu'on demanderait à chacun de quelle façon ça s'est passé, puis on aurait des versions qui seraient pas toujours concordantes. Puis en plus, les vérités qu'on a changent avec le temps. Ce que je croyais avant, c'est plus nécessairement vrai, puis ce que je crois aujourd'hui, ce sera peut-être même pas vrai demain ou après-demain. Fait que, comment définir la vérité? J'aurais un autre petit texte à vous lire. C'est un extrait d'un discours du Dharma. Fait que c'est comme un discours dans un discours. C'est un boni. Le thème du discours, c'est un discours qui a été fait par le frère Thay Phap An, si je prononce bien. C'est en 2004, au village des Pruniers, au hameau du Haut. Et puis, ça parle de vérité. Le titre de son discours était « Apprendre à dire la vérité ». Malheureusement, j'en ai coupé des bouts, mais il faut quand même que je donne le contexte. Et qui commençait ainsi. Quand je suis arrivé pour la première fois au village des Pruniers, j'avais plusieurs opinions concernant la pratique. J'avais une conception du Bouddha, d'après les livres que j'avais lus. Je savais comment un enseignant et comment des moines, des moniales devaient être. Au début, le Sangha était très petite. Il n'y avait que 4 moines et il y avait beaucoup de travail à faire. Ma perception de la vie au village des Pruniers était que celle-ci n'était pas très bien organisée. Donc, je me suis porté volontaire pour être le coordonnateur du travail. Et j'ai travaillé très fort.
faisant de mon mieux pour que le village des pruniers soit bien organisé. À l'été 1994, j'ai fait une grosse erreur en préparant la cérémonie d'ordination. J'étais le coordonnateur du travail et c'était une tâche difficile parce que la sangha était petite et que nous devions faire la cuisine, toute la cuisine, et que nous devions être assistants pour les moines et moniales plus âgés qui venaient à la cérémonie. Il y avait un frère aîné qui était moine depuis plusieurs années. Il avait étudié en Inde et en Hollande, puis graduellement, il avait quitté le chemin de la vie monastique. Mais ce printemps, il est venu au village des pruniers et devait être ordonné moine de nouveau. Je le respectais beaucoup, mais j'avais aussi beaucoup d'idées préconçues à son sujet. Durant notre réunion de planification, il s'est porté volontaire pour organiser le festival de la pleine lune. J'étais très content, car il est difficile de trouver quelqu'un pour cette tâche durant la retraite d'été. Mais le jour suivant, pendant que je lavais la vaisselle, il est venu me voir et m'a dit « Je n'organiserai pas le festival de la pleine lune parce que le moine qui l'a fait l'an passé refuse de m'aider en me transmettant son expérience. » J'ai dit « Quoi? Vous m'aviez promis d'organiser le festival de la pleine lune et maintenant vous ne le ferez plus? Comment pouvez-vous me faire ça? Chacun a ses tâches, alors qui va organiser le festival? Personne ne peut le faire. Voulez-vous l'organiser, s'il vous plaît? » Mais il a refusé de nouveau. Quelques jours plus tard, sous le tilleul, nous avons eu une réunion de la Sangha pour arroser les graines positives en nous avant la retraite. Thay a fait un bon discours, arrosant les fleurs de chacun dans la Sangha. Ensuite, il a demandé, y aurait-il des questions? J'ai levé la main et j'ai dit, oui, j'ai une question. Je lui ai demandé, comment peut-on organiser une retraite d'été quand quelqu'un ici refuse de prendre la responsabilité de faire son travail? Devant la Sangha, j'ai continué en expliquant et en me plaignant. Dans cette réunion, Thay avait fait de son mieux pour apporter toutes les bonnes graines de notre conscience du tréfonds, pour les arroser. J'ai ensuite fait volte-face et invité toutes les graines négatives à surgir. Toute la Sangha est devenue très tendue. Thay n'était pas très content. Il m'a demandé de m'asseoir et de me taire. J'étais très contrarié parce que je ne pensais pas, je pensais que je n'avais fait que dire la vérité et demander de l'aide. Je n'avais pas réalisé que j'avais arrosé les graines négatives de la conscience de tout le monde. Quand la réunion s'est terminée, je suis allé voir Thay, je l'ai salué et je lui ai dit « Thay, s'il vous plaît, excusez-moi. J'ai fait une erreur, mais je ne comprends pas laquelle. Je n'ai fait que dire la vérité. » Thay m'a dit, ce que tu as dit n'était pas la vérité. La vérité est quelque chose qui a le pouvoir de réconcilier, de donner aux gens de l'espoir, de leur apporter du bonheur. Ça, c'est la vérité. Quand on parle et qu'on cause du dommage, même si c'est exact, ce n'est pas la vérité. Autre découverte, l'exactitude et la vérité n'est pas la même chose. Je ne me souviens pas dans quel livre j'ai trouvé un petit test pour m'aider à déterminer si la parole était menthe. J'aimerais le partager avec vous. Un petit test en 9 questions faciles. Est-ce vrai? Numéro 1. 2. Est-ce aimable? Il y a plusieurs choses, même si pour la parole aimante, aimable est seulement une question sur 9. Troisième question, est-ce bienfaisant? Est-ce que je vais faire du bien avec ça, cette parole-là? Question numéro 4. Est-ce blessant pour qui que ce soit cette personne-là ou une autre?
Est-ce le bon moment pour parler? 5. Soyons habiles. 6. Suis-je dans de bonnes dispositions d'esprit? Par exemple, si on est en colère, c'est peut-être pas la bonne façon, le bon moment. Ou si on est fatigué ou irrité. 7. Est-ce que mon interlocuteur est dans de bonnes conditions d'esprit, de bonnes dispositions d'esprit? Ça demande un regard profond. 8. Est-ce la meilleure personne à qui en parler? Ah! Et 9, encore mieux, suis-je la meilleure personne pour le dire? Quelqu'un qui est capable de répondre à ces 9-là, c'est quelqu'un qui est très habile, qui maîtrise les façons habiles de faire la parole aimante. Un autre outil que Thay nous a offert, les 6 mantras de la parole aimante. Souvent, nos proches nous aiment sans nous le dire. Puis aussi souvent, en tout cas dans mon cas, moi, je ne dis pas toujours à mes proches que je les aime. Pour nous aider, Thay nous a offert les 6 mantras, la parole aimante. Mais pourquoi mantra? D'habitude, c'est Gatha, les petits poèmes. Ces phrases-là, ils les appelaient mantras. J'ai lu quelque part que les mantras, c'est comme une formule magique. Hein? Les moines tibétains répètent des mantras, puis ça amène des pouvoirs, etc. Ben, ces mantras-là sont magiques aussi. Parce qu'à chaque fois qu'on les dit, on peut susciter la guérison et le bonheur. Au début, ça peut faire drôle un peu. Moi, je les adapterais pour ma personnalité, là. Je ne me vois pas ma conjointe dire « Je suis là pour toi ». Déjà que des fois, elle me regarde bizarre. Mais je pourrais te dire, par exemple, tu sais que si tu as besoin d'aide ou si tu as besoin de quelque chose, je suis là. Je ne te pas. Thay nous dit que le plus beau cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un, c'est notre présence. Il faut que la personne en soit consciente aussi, notre conjoint, notre ami, notre entourage. Puis, Thay nous dit que c'est important de le dire, de respirer avant, de prendre conscience de soi-même, de sa respiration avant de le dire. Puis, de ne pas attendre nécessairement une réponse. Rien que le fait de le dire, ça nous fait du bien à nous, puis ça fait du bien à l'autre. Le job est fait. Puis de ne pas attendre d'occasion spéciale, d'une crise ou n'importe quoi. Ça peut être dans le quotidien. Deuxième formule magique. Je sais que tu es là, j'en suis très heureux, heureuse. Je pourrais dire quelque chose comme « J'aime ça être avec toi ». Quelque chose comme ça. On est bien ensemble. Ne le dire que si on a déjà dit le premier mantra, car on ne peut reconnaître la présence de l'autre que si on sait soi-même qu'on est présent. On commence par dire qu'on est présent. Puis ensuite, on peut reconnaître la présence de l'autre. Comme le premier mantra, c'est important de respirer avant de le dire, d'être en pleine conscience. Puis lui non plus, on n'a pas besoin d'attendre d'occasion spéciale. Troisième mantra, je sais que tu souffres, c'est pourquoi je suis là pour toi. Je dirais quelque chose comme, je sais que ça n'a pas l'air à aller, c'est ainsi, là, mais tu te gênes pas. Si je peux faire quelque chose pour t'aider, là, tu me le dis. Mais il faut vraiment l'utiliser si on est vraiment convaincu que l'autre personne souffre. Mais des fois aussi, on peut lui dire, mais bon, encore là, pas besoin d'attendre de réponse. La personne sait qu'on est disponible, puis on est là. On est là pour elle. Si elle a besoin de s'exprimer, on sera là. Rien que le fait de le dire, ça peut soulager. Déjà en partant. Quatrième, je souffre, je t'en prie, aide-moi. Tant qu'à moi, c'est peut-être le plus dur. Là. Moi, quand je souffre, je suis comme un ours. Je me retourne dans ma caverne, puis je me roule en boule, puis ne dérangez-moi pas. Laissez-moi mourir. Ça peut être utilisé, ce mantra-là, avec la personne qu'on croit qui a causé notre souffrance. Puis particulièrement, si elle est proche de nous. On peut le dire d'une différente façon. Moi, je dirais peut-être quelque chose comme hey, ça va pas bien, c'est ainsi. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si tu pourrais pas. En tout cas, je te demande d'être attentive à ça. C'est pas mon meilleur moment. C'est un mantra qui peut être difficile à dire parce que moi, j'ai mon orgueil. J'aime pas me montrer en période je sais pas, d'infériorité ou vulnérabilité, exactement. Thay dit qu'on peut le diviser en 3. C'est trop, là. On peut dire « je souffre ».
Puis j'aimerais ça que tu saches, je veux que tu saches, là, ça va pas bien, c'est ainsi. Après, ensuite, on peut dire, ou un peu plus tard, on peut dire, ben là, je fais de mon mieux pour m'en sortir. Je veux que tu saches que je m'en occupe. Là. Peut-être parler à pleine conscience, revenir à soi-même, aller prendre une marche. Puis aussi, on peut dire, aide-moi. Qu'est-ce que tu dirais si on fonctionnait de cette façon-là, ou pas à un petit moment, ou qu'on faisait telle chose de telle façon, pour le temps que je me remette un peu. Ça peut être une façon de demander de l'aide. 6e mantra. Tu as en partie raison. Non, je le trouve sympathique, celui-là. Ce mantra peut être utilisé lorsqu'on nous félicite, puis lorsqu'on nous critique aussi. On peut le dire à haute voix, mais on peut aussi le dire dans notre tête. Tu as en partie raison. Par exemple, si quelqu'un nous félicite, « Hey, Claude, c'était fantastique, très beau discours du Dharma. » Je suis sûr que vous allez tous me le dire. Ce que Tain dit qu'on pourrait répondre, c'est « Tu as en partie raison. » Car je sais que moi aussi, qu'il y a en moi aussi d'autres aspects que tu ne connais pas. Il y a d'autres aspects. Puis c'est une façon de faire preuve d'humilité. Pas s'enfler la tête. Puis si on nous critique, on peut dire aussi « Tu as en partie raison. » Parce qu'il y a aussi plein de bonnes choses positives en moi que tu n'as pas vues encore. Ou que je n'ai pas montré. On peut se servir de cette méthode-là par rapport aux autres aussi, parce qu'on sait de ce qu'on voit des autres, c'est une partie. Fait que peut-être ça peut nous inciter aussi à être un petit peu plus prudents dans nos jugements. On voit quelque chose, mais on a en partie raison. Après quelques années de pratique, respiration, émotion, etc. Le numéro 5, excusez-moi, ceci est un moment de bonheur. Moi, c'est sûr que il ne faut pas que je dise ça comme ça, là. Là, c'est fini. Je dirais quelque chose genre, non, mais on est-tu bien ensemble? On est-tu bien, nous deux? Hein? On s'entend bien. On a des beaux moments ensemble. Des fois, on prend chacun de notre bord, puis on sait que même si tu n'es pas là, ou que toi, tu sais que je ne suis pas là, qu'on est quand même ensemble dans notre cœur et dans notre tête. C'est un beau moment de bonheur. L'autre découverte que j'ai faite, les 14 entraînements. J'aimerais vous lire le 4e, entre autres, dans lequel Tain nous invite à identifier notre souffrance pour pouvoir comprendre celle des autres. Auparavant, je prendrais peut-être un petit son de cloche. Mon autre belle découverte, le 4e des 14 entraînements. Vous savez, les 14 entraînements, n'hésitez pas à les lire, même si vous n'êtes pas dans le processus d'avoir la transmission officiellement. Là. Il y a beaucoup de beaux enseignements là-dedans. Alors donc, conscience de la souffrance. Conscient que le regard profond sur la nature de notre souffrance peut nous aider à développer notre compréhension et notre compassion. Nous sommes déterminés à revenir en nous-mêmes pour la reconnaître, l'accepter, l'embrasser et l'écouter avec l'énergie de la pleine conscience. Au lieu de la fuir et de la masquer par le recours à la consommation, nous ferons de notre mieux pour pratiquer la respiration consciente et la marche méditative afin de regarder profondément ses racines. Nous sommes conscients que c'est seulement en les appréhendant que nous trouverons le chemin de la cessation de la souffrance. Une fois notre propre souffrance pénétrée, nous serons capables de comprendre celle des autres. C'est merveilleux. Nous nous engageons à trouver tous les moyens, contacts personnels, téléphoniques, électroniques, audiovisuels ou autres, pour être avec ceux qui souffrent, afin de pouvoir les aider à transformer leur souffrance en compassion, en paix et en joie. C'est une excellente nouvelle, mes amis. Depuis plusieurs années, je suis de plus en plus en contact avec mes émotions grâce à la pratique. Mais j'ai parfois des bouffées d'émotions, particulièrement de la tristesse qui monte en moi. Puis, je n'ai pas encore réussi à identifier. Il y aurait peut-être quelque chose, mais je n'en suis pas certain. La racine. Fait que j'ai encore à jeter un regard profond sur mes émotions. Puis, des fois, ça peut
avant, j'avais un cœur de pierre. J'avais un cœur de pierre et rien qui me faisait pleurer. À cette heure, je pleure. J'écoute un téléroman, je pleure. Je lis un roman, je pleure. C'est nouveau pour moi. Je suis encore en train d'apprivoiser ça. Ça me fait bizarre. Mais des fois, peut-être que la souffrance peut être trop difficile, dépendant des jours. Puis peut-être que ça ne nous tente pas tant que ça de la contacter. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut l'aborder indirectement. On peut essayer de la transformer indirectement, sans nécessairement la toucher si c'est trop souffrant. En arrosant les graines de joie, de bonheur, en les encourageant. Si on s'aperçoit qu'il y a des conditions, des circonstances qui font que ça nous apporte de la joie ou du bonheur, répétons-les. Essayons de les encourager, ces conditions-là, pour qu'on nourrisse aussi notre joie. Puis en nourrissant la joie, ça apaise aussi les graines de souffrance qui peuvent retourner dans la conscience du tréfonds. On a aussi tous, en plus des graines de joie et de bonheur, on a tous aussi des graines de compassion. Quand on a une graine qui germe, il faut l'arroser là aussi, la faire grandir. On peut arroser nos graines de compassion, entre autres, en réalisant toute la compassion, toute la bienveillance qu'on a reçue autour de nous. On peut réfléchir à la bonté qu'on a reçue de nos familles, de nos amis. On reconnaît son bonheur, les contributions de tout le monde qui font que j'ai un bon logis, j'ai un bon travail, j'ai des vêtements, des aliments, tous les services qui me sont offerts. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. On doit en être conscient et savoir exprimer sa gratitude et reconnaître la compassion qui nous est offerte. Puis la vie en général nous apporte beaucoup de compassion. La terre, les animaux, la nature. En recevant les beautés de la nature, c'est comme si on recevait la compassion donnée par la terre. Puis aussi, bien sûr, ce qui aide, c'est d'avoir une pratique spirituelle. Puis en groupe, c'est encore mieux. On peut partager nos difficultés, nos aspirations. Développer la compassion, une chose qui aide à développer la compassion, c'est d'essayer de développer notre empathie ou prendre conscience des choses qui nous rattachent aux autres. Avez-vous remarqué que quand une personne qui est proche de nous souffre, ça nous touche plus que quand c'est une personne qui est un voisin ou parce qu'on s'identifie plus, on a des choses communes avec cette personne-là. J'aimerais vous donner le résultat d'une étude ou d'une expérience qui a été faite par des chercheurs à l'Université de Manchester en Angleterre sur l'intimité qu'on peut développer puis la compassion. L'expérience était en 2 parties. La première partie, c'était sur le campus de l'université. Il y a un homme qui gisait sur la pelouse d'un parc. Puis l'homme semblait avoir un malaise. Puis il y avait des gens qui passaient. Il y a seulement un petit nombre d'entre eux, 15 %, qui sont arrêtés voir le monsieur pour lui demander s'il avait besoin d'aide. Ça, c'était la première expérience. Deuxième expérience, un homme encore, dans la même situation, sur la pelouse, en souffrance, semblait en souffrance. Mais il portait le gilet, le chandail d'une équipe de football connue là-bas. C'est comme si nous autres, on dirait Canadien de Montréal. Il y a 80% des personnes qui étaient supporters de cette équipe qui sont arrêtés pour voir si leur ami avait besoin d'aide. 80% des supporters. C'est incroyable. Hein? Êtes-vous prêt à faire l'objet d'une expérience, vous aussi? Oui. Sortez vos gilets du Canadien. Comment puis-je concrètement exprimer de la compassion vers les autres? On verra ça tout à l'heure. Je vais faire mon expérience. Je vais vous lire un texte. Ce que je vous demanderai de faire, c'est de vous tourner en face d'une autre personne. Ça se fait à 2. Vous vous installez face à face avec l'autre personne. Je vais vous lire un texte, puis ça va aller comme ça.
S'il y a une personne qui se retrouve toute seule, vous pouvez le faire en pensant à quelqu'un qui vous est proche. Est-ce que tout le monde s'est trouvé un collègue, une amie? Oui. Vous allez retourner à votre respiration, doucement, puis vous habituer tranquillement que vous avez une personne en face de vous. Des fois, ça peut être un petit peu inconfortable, là. Mais on s'habitue assez rapidement. Quand vous serez à l'aise, vous pourrez la regarder dans les yeux. Suivez votre respiration. C'est un exercice de bienveillance qui s'appelle « Exactement comme moi ». Adoptez une posture confortable, vous permettant de rester alerte et détendu en même temps. Prenez conscience de votre position et de votre souffle. Je vais maintenant lire le texte. Cette personne a un corps et un esprit, exactement comme moi. Elle a des sentiments et des émotions, exactement comme moi. À un moment ou à un autre de son existence, elle a connu la tristesse, les déceptions, la colère, la peine ou la confusion, exactement comme moi. Elle a, au cours de sa vie, éprouvé de la douleur et de la souffrance physique ou émotionnelle, exactement comme moi. Elle aimerait tant être en bonne santé et aimer, exactement comme moi. Elle aimerait avoir des relations épanouissantes, exactement comme moi. Elle aimerait tant être heureuse, exactement comme moi. Maintenant, à partir de votre désir du bonheur, de la personne qui est devant vous, ou imaginez, laissez votre pensée exprimer librement des souhaits sincères. Je souhaite à cette personne d'avoir la force, les ressources et le soutien émotionnel et social nécessaires pour assumer les difficultés de la vie. Je lui souhaite de ne plus connaître ni douleur ni souffrance. Je lui souhaite de trouver le bonheur. Car cette personne est un être humain, exactement comme moi. Je forme le souhait que tout le monde soit heureux. Terminez en laissant votre esprit se poser
et reprenez contact avec votre respiration. Vous pouvez pratiquer cet exercice chaque fois que vous vivez une situation difficile avec quelqu'un qui vous est cher. En vous retirant, vous pouvez vous dire que cette personne est exactement comme moi et lui souhaiter force et bonheur. J'ai eu de la misère à terminer de le lire, j'avais rien qu'envie de pleurer. Concrètement, exprimer sa compassion vers les autres. On a la théorie, mais la pratique, il y a tellement de monde qui souffre aussi. On a qu'à regarder le téléjournal. À tout le moins, on peut faire comme en environnement, penser globalement et agir localement. Thich Nhat Hanh dit que notre plus beau cadeau, c'est notre présence. Comment offrir sa présence? Par le regard. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de croiser quelqu'un, de regarder, puis il y a comme une connexion? Vous ne la connaissez pas, cette personne-là. Ah, il y a comme un lien qui vous unit. Ou au contraire, vous ne connaissez pas. Ah non. Il y a des qualités de regard. On pourrait regarder l'autre personne de façon qu'elle sache qu'elle mérite notre acceptation, notre non-jugement, notre compréhension. Deuxième façon, par le contact physique, par exemple. Je me souviens, quelqu'un une fois m'a mis la main sur l'épaule. Ça m'a fait tellement de bien. Ça m'a fait ma journée, puis même plus, je pense encore des fois. Par nos façons d'agir avec la personne, le toucher, on peut lui faire du bien. C'est une façon de lui dire qu'elle n'est pas toute seule. On est là pour elle, pour lui. Par l'écoute, bien sûr. On peut écouter d'une façon, un peu comme dans les partages. C'est pas pour apporter une solution, pas pour dire notre point de vue, mais simplement pour permettre à la personne de s'exprimer. C'est une bonne façon d'avoir la compassion puis de permettre à la personne d'exprimer sa souffrance, sa colère. Rien que de savoir qu'elle est entendue et comprise, c'est beaucoup. Par la parole, bien sûr, la parole compatissante et aimante. On a vu un petit peu tantôt. L'important, c'est de bien choisir ses mots, les circonstances, le ton de sa voix même, pour encourager et apporter la paix. Le sourire. On n'est pas conscient on n'est pas toujours conscient, je dirais, de l'implication qu'on a pour notre environnement, pour les gens autour de nous. Je me souviens, à un endroit où je travaillais, des fois, je croisais quelqu'un, je faisais un sourire, puis elle ne me regardait pas, puis elle passait. Elle avait peut-être ses raisons, mais ça me faisait comme un petit choc. Puis, au contraire, des fois, ça peut être des personnes que je ne connaissais pas, on se croisait dans le passage, elle me faisait un sourire, puis là, ça faisait ma journée. Un simple sourire peut faire la journée à quelqu'un. Puis finalement, une autre façon qu'on peut avoir de se sentir plus près, puis d'encourager la compassion, c'est avec notre imagination, notre pensée. On est souvent, comme je disais tout à l'heure, porté à avoir plus de compassion pour les personnes qui nous sont proches. Mais on peut s'imaginer qu'une personne qui souffre près de nous pourrait être ma mère, mon père, mon frère. Ça pourrait être mon frère qui serait là, en train de quêter. Ça pourrait être ma sœur, ça pourrait être mon fils. Quand on s'imagine ça, ce lien-là, ça nous unit déjà. Ça nous montre on dirait que notre cœur s'ouvre plus. Puis ça nous montre qu'on n'est pas si différent que ça des autres. Taille nous a parlé beaucoup de l'inter-être, entre autres, qu'on est tous en interrelation. Et il y a le texte, la feuille de papier, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Le soleil est dans la feuille de papier, la pluie, les nuages, le bûcheron, les parents du bûcheron, etc. Puis si on a retiré un seul élément de ça, le soleil, la pluie, ou le bûcheron, ou etc., il n'y aurait plus de feuille de papier.
la feuille de papier est créée d'éléments non papier. Mais c'est la même chose pour nous. Quand on est en interrelation avec les autres continuellement, quand je vais partir de la retraite, vous allez tous m'habiter, vous allez faire partie de moi. Puis c'est la même chose, on peut dire, disons que ça c'est la dimension horizontale, il y a une dimension verticale aussi, qui est nos parents, nos ancêtres, nos descendants, ou si on n'a pas de descendants, ça peut être nos amis, nos collègues, nos voisins, nos proches. On est en relation avec eux autres continuellement, puis on a des pointillés, comme mettait Tchenke. Ce qu'on fait, mes parents, je parlais de ma mère, je vais vous en parler un petit peu plus loin. Quand ma mère était dans la quarantaine, elle est devenue malade physiquement. Elle avait plein de problèmes, elle fumait en plus. Elle prenait beaucoup de médicaments. En plus de ça, elle est devenue dépressive. Je me souviens d'une journée, j'avais peut-être 16 ou 17 ans, c'était les vacances probablement, j'étais dehors, puis j'étais assis avec ma mère, chaise de parterre. Puis elle m'a dit, ça c'est dans les années début 70, elle m'a dit qu'elle songeait au suicide. Ah wow, moi j'étais complètement déboussolé. Je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi faire. Puis c'est peut-être niaiseux de ma part, là, mais dans ce temps-là, je ne connaissais pas les psychologues, je ne connaissais pas l'aide qu'on pouvait apporter aux personnes qui vivaient une dépression. Fait que tout ce que j'ai pu faire, c'est essayer de la rassurer bien maladroitement, puis en espérant que ça fasse son chemin. Naturellement, j'en ai pas parlé à personne, on ne parlait pas de ça. Là, puis je ne voulais pas aussi inquiéter les autres membres de ma famille. Fait que c'est resté comme ça. Ça a été toute l'aide qu'elle a eue. Un soir de février 72, ma mère était super de bonne humeur. J'habitais encore chez moi. Elle était super de bonne humeur. On a passé une excellente soirée. La vie était belle. On a ri. Le lendemain matin, mon père a constaté son décès. Mon père s'en est jamais remis, je pense, parce qu'on n'a pas parlé. Mon père est décédé une vingtaine d'années plus tard. Avec le recul, là, quelle façon plate de terminer sa vie. Mais la grande découverte, ça a été que, et maintenant j'en suis convaincu, nos parents continuent en nous, comme on est la continuation de nos parents, de nos grands-parents, puis ce qu'on fait, ce qu'on pense qu'on est, notre pratique va se continuer aussi avec la descendance. Pour moi, ça a été vraiment un baume là, sur mes plaies, parce que je me suis dit, tout ce que mes parents, ma mère m'ont légué, ses joies, ses souffrances, tout ça, ça continue. Ça ne s'est pas terminé avec sa vie. Elle m'a transmis des choses, elle m'a transmis un héritage. Puis c'est à moi maintenant de gérer cet héritage-là, de le faire fructifier. Elle m'a transmis des souffrances. OK? C'est un peu comme une course à relais. Quand les coureurs se passent le bâton. C'est rien qu'une course. Il y a 4 coureurs, mais c'est rien qu'une course. Moi, je suis un coureur de la course à relais. Puis je me dis, si je ne veux pas que ma mère ait vécu ces souffrances-là pour rien, puis terminer sa vie comme ça, je dois faire quelque chose pour me servir de cette souffrance-là, puis apporter de la joie, du bonheur en moi et autour de moi. Comme ça, sa vie sur Terre n'aura pas été inutile, mais elle aura servi à propager la joie et du bonheur. L'idée que nos ancêtres sont encore en nous, c'est merveilleux. Avez-vous déjà eu des rêves, des fois, qui ont l'air tellement vrais que ça vous a marqué? Il y en a-tu qui ont eu des rêves, là, puis tu dis, tabarnouche, c'était comme si j'étais là. Ça m'est arrivé avec ma mère. Je rêvais c'était tout noir, là, il n'y avait pas de décor, là, puis tout à coup, je vois ma mère en face de moi. Puis là, j'étais comme dans la vraie vie. Puis je dis, maman, tu peux pas être là, t'es morte. Puis là, ouais. Elle s'est approchée, puis elle m'a serré dans ses bras. Puis là, ça a terminé comme ça. Puis là, c'était encore une preuve pour moi qu'elle est encore en moi. Comment ça serait-tu rien que dans mes pensées, dans mes rêves? Je continue
son aventure. Puis si elle n'a pas eu les outils que j'ai, ben moi, je les ai, les outils, je vais m'en servir pour améliorer sa vie. Je vais terminer avec une phrase de Thay que j'ai adaptée un petit peu. Thay dit « Utiliser la communication juste et authentique aujourd'hui », à ça j'ajouterais à la pratique de la pleine conscience, la conscience de ses émotions, de ses sensations, nous aide à guérir le passé, à jouir du présent et à préparer les fondations d'un avenir juste et beau. Bien, je vous remercie de votre patience et de votre attention. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je dois offrir une session de questions-réponses. Oui? 5-10 minutes? Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires, des questions? Je ne répondrai pas non plus, mais ce que ça me fait penser, c'est quand j'ai enguirlandé ma directrice, là, pour moi, j'aurais sûrement pu trouver un meilleur moment, attendre que ma colère se calme, prendre rendez-vous, lui expliquer le sujet, lui demander des explications, pourquoi elle a pris cette décision, essayer de comprendre aussi son point de vue. Peut-être qu'elle avait raison de faire cette décision. Il y a les 9 points, là. Essayer d'analyser et de comprendre, puis voir aussi sa souffrance à elle aussi. Parce qu'elle avait peut-être elle était très directive, elle n'était pas directrice pour rien. Mais il y avait quelque chose là aussi. Là. Elle avait ses souffrances. Comme ma mère, quand elle m'a dit arrête de pleurer ou tu vas pleurer pour quelque chose, là, elle avait des souffrances qui avaient été transmises par mes grands-parents et tout ça. En tout cas, oui, il faut dire la vérité, mais il ne faut pas rempirer la situation puis blesser les autres autour de nous autres. En tout cas, on s'en reparlera. Ce que tu dis, Philippe, c'est comme ça je le comprenais aussi. C'est que Thay lui disait qu'il n'avait pas pris la bonne façon de le dire. Mais en tout cas, on pourra s'en reparler. Je suis d'accord avec toi. Pour ce qui est du test avec les 9 questions, j'avoue que je ne les passe pas les 9 à chaque fois que je veux parler moi non plus. Mais des fois, je sais que je veux dire telle chose, puis que c'est un sujet sensible, ou que c'est touché, hein, comme on dit. Puis j'essaie de ne pas le dire tout de suite, de laisser reposer. Si c'est pas pressant, ça peut être une journée, 2 jours. Puis des fois, même en dormant, il peut m'arriver une idée, puis un point de vue. Là, c'est vrai, il y a ça aussi, là, que ça change la donne un peu. Fait que si on n'est pas pressé, même chose pour les courriels, quel que soit le moyen comme Facebook, n'importe quoi, quel que soit le moyen de communication, là, avant de peser Enter là, ou envoyer, là, si c'est pas pressant, attendons, laissons reposer. Fait que ça, c'est une des choses que j'essaie de pratiquer. Puis, une qui se rattache à ça aussi, c'est est-ce le bon moment? Fait que même si j'ai pensé à tout, je vais essayer de dire ça de même, est-ce le bon moment? Puis ça, c'est souvent par rapport à soi, par rapport aux autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour? Est-ce qu'on est détendu? Est-ce qu'on est stressé? Est-ce le bon moment? Ça, c'est... Est-ce qu'il y aura un dernier commentaire, une dernière question avant qu'on termine? C'est beau? Merci.